Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Hello les copains, c'est excellent et c'est la seconde de la 5e saison de l'émission qui crée le lien sur Sud Radio. Elle est suivie par des millions de spectateurs sur les réseaux sociaux. La journaliste culinaire Emmanuelle Jarry a lancé avec son compagnon Mathieu Pansard, qui est derrière la caméra, C'est meilleur quand c'est bon sur YouTube. Ces vidéos drainent une communauté d'aficionados de la bonne bouffe qui courent aux adresses qu'elle leur recommande, forgeant ainsi des énormes succès pour les restaurateurs élus. Alors après l'émission Elle Livre, vous lancez votre revue, Emmanuelle Jarry. Vous allez nous raconter tout ça et plus encore. Vous êtes là pour ça. Bienvenue sur Sud Radio. Merci, bonjour. Plaisir. C'est un leader éminent dans le domaine de la technologie et de la transformation numérique. Gérald Carsanti a dirigé des entreprises de renom, apportant son savoir de la cybersécurité à la gestion des données. Il est désormais senior advisor chez Qualium, je crois qu'on dit comme ça, Investments, et accompagne les fondateurs et équipes dirigeantes de PME françaises vers l'ouverture à l'international. Mais Gérald Carsanti, vous ne vous arrêtez pas là, puisque vous êtes aussi président de la start-up Wooz, et vous avez un podcast historique avec Franck Ferrand. Vous allez nous expliquer tout ça, Gérald. Bienvenue sur Sud Radio. Merci, bonjour. Bonjour. Et vous, c'est excellent. Bienvenue chez vous. Alors Emmanuelle Jarry, on l'a dit, C'est mieux quand c'est bon, c'est une émission YouTube qui cartonne, bravo, moi je découvre, j'hallucine sur le succès, très objectivement, ça cartonne. Et puis alors vous avez fait un livre aussi qui est en 2017, je crois qu'il est sorti en 2017. 2021, d'accord, donc c'est l'émission qui a débuté 2016-2017. 2017, tout à fait. Voilà. Et désormais c'est aussi une revue qui mêle art de vivre et investigation culinaire. Qu'est-ce qui vous a inspiré à étendre le concept du coup Parce que j'arrivais pas, déjà j'ai créé C'est meilleur quand c'est bon, parce que j'avais plein de choses à dire et j'arrivais pas à le dire dans les médias traditionnels pour lesquels je travaillais, les magazines. Et donc ensuite je me suis dit mais j'arrive pas encore à dire exactement tout ce que je veux dans les vidéos, donc on va plus loin. Et puis en fin 2021, début 2022, j'ai arrêté la presse écrite pour ne me consacrer qu'à C'est meilleur quand c'est bon. Donc j'avais un peu envie de renouer avec mes premières amours qui étaient la presse écrite. Et, voilà. Et alors dans ce premier numéro, on l'a dit, vous faites de l'investigation culinaire et vous explorez notamment la disparition des buffets de gare et le monopole de la malbouffe sur les autoroutes. Pourquoi ces sujets-là en premier ? Alors ça, c'est parce que je me posais cette question depuis longtemps. Pourquoi à chaque fois que moi j'ai beaucoup voyagé pour mes reportages et dès qu'on passe la frontière italienne, espagnole ou qu'on va au Portugal, on mange assez bien. Enfin surtout en Italie. Vraiment, ça m'a toujours frappé. Dès qu'on arrive dans une gare en Italie, je pense à la gare de Oulx, de l'autre côté de la frontière, quand on va dans les Hautes-Alpes, il y a un petit buffet de gare qui est génial. Et je me suis dit pourquoi en France c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon dans les gares, pourquoi c'est pas bon dans les autoroutes. Et donc j'ai demandé à Pierre Bafoy, le journaliste, de mener cette enquête parce que j'avais envie moi-même de pouvoir y répondre. Et je me suis dit peut-être que les lecteurs ça les intéresserait aussi. Comme le numéro était sorti juste avant l'été, on a aussi donné des bonnes adresses où bien manger. Oui, et puis quelques recettes aussi, c'est ça. Oui, voilà, mais surtout les adresses parce qu'il y a encore des restaurants indépendants sur des aires d'autoroute où on mange très bien. Il y a encore des restaurants où il n'y a pas de malbouffe, quoi. Ouais, exactement, c'est ça. Et finalement, vous parlez aussi, donc vous donnez des recettes et les adresses pas que du coup sur l'autoroute, tout type de restaurants en France que vous avez pu découvrir et qui vous ont interpellé, quoi. Parce qu'en fait au départ C'est meilleur quand c'est bon, c'était une émission de restaurant. J'ai dit à Mathieu Pansard, donc qui me filme derrière la caméra, écoute, on va aller au restaurant, tu vas me filmer. Et il vous taquine, lui. Oui, il me taquine, c'est ça. C'est ce qui fait la particularité, je crois, de nos vidéos, c'est qu'il y a un ping-pong entre lui et moi, mais lui, on ne le voit jamais. Donc effectivement, la continuité de la revue, c'était de donner d'autres adresses, d'autant que nous, on fait une vidéo par semaine et que les internautes nous disent, mais on en veut plus. Mais comme on n'est que deux, et ben la solution, c'était aussi une revue. Alors vos émissions, justement, elles durent quelques minutes. C'est un format court et très truculent, justement. C'est quoi les étapes de préparation et pour rester quand même divertissant et informatif en même temps et pas perdre le fil, quoi, parce que ça parfois un peu Oui, tout à fait. En fait, moi je teste, je ne filme que des restaurants que j'aime, donc je les teste au préalable. Ça c'est très important. Il est arrivé parfois, et ça arrive de plus en plus souvent, qu'on ne les teste pas. Donc dans ce cas-là, on filme, et si ça ne nous plaît pas, on ne garde pas au montage. D'accord. Donc je repère un restaurant, on s'attable comme tous les clients, on mange, on filme ce qu'on mange, on paye notre addition et on s'en va. Et ensuite, ils vous reconnaissent maintenant des fois ou pas? Ouais, très souvent. Mais ça, je trouve, juste pour finir sur cette histoire, ils doivent transpirer un peu. Voilà, ça arrive. En fait, on les prévient. Au début, on prévenait pas, mais arriver avec une caméra sans prévenir, c'est hyper intrusif. Mais en fait, le gros du travail, c'est de choisir le bon restaurant et de faire le montage. Et ça, c'est Mathieu Pansard ensuite qui s'y colle un peu avec moi. Il fait du drone aussi, lui. Ouais, il fait du drone. Tout à fait. Ouais. Alors, quelles sont les qualités justement qui font un restaurant pour que vous le recommandiez à tous ces gens qui vous suivent? Que ce soit bon. Voilà, mais qu'est-ce que c'est que le bon? Il y a plein de choses. Par exemple, le restaurant qui nous a fait connaître chez Erwan à Bourdonnais dans les Yvelines, celui qui a fait le 40 millions de vues.
J'aurais jamais 40 pensé. millions Ouais, de vues. c'était. Bah, on en parle tous les jours de celui-ci, mais en fait, j'aurais pas pensé à celui-ci parce que peut-être que dans l'assiette, c'est pas du tout le meilleur. Mais moi, j'aime un restaurant quand il y a une ambiance. On me reproche souvent d'aller trop dans les restaurants traditionnels, enfin de manger trop de viande. Dans le numéro 2 de la revue qui est sorti il y a quelques jours, on a fait un sujet là-dessus. En fait, moi, j'aime les restaurants traditionnels, donc j'aime cette cuisine-là, mais j'aime aussi cette ambiance-là. Donc, j'aime quand le patron. À la bonne franquette, quoi. Voilà, et j'aime quand le patron s'adresse à moi, quand il chambre un peu les clients, comment je peux parler avec les tables d'à côté. Donc ça, c'est déjà un bon restaurant. Mais on a filmé aussi des gastros. J'en filme moins parce que je veux m'adresser au plus grand nombre et puis 100 euros par personne, c'est pas le plus grand nombre. Mais récemment à Montpellier, j'ai trouvé un restaurant à 45 euros entrée plat dessert et je l'ai filmé parce que la veille j'avais filmé à Paris un restaurant où le plat était à 45 euros. Et donc j'ai dit, on arrive à Montpellier et toute là, la différence entre le nord et le sud. Dans un cadre extraordinaire, ce chef arrive à faire un menu incroyable, vraiment très bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, du kebab au bistrot au gastro, ce qui vous intéresse, c'est quand même la cuisine maison et sa diversité, la diversité de la cuisine française. L'idée, c'est aussi de simplifier du coup l'accès à la cuisine et au goût, quoi. Ah oui, aussi, bien sûr. C'est ça. Moi, en tout cas, je m'intéresse pas du tout à décortiquer l'assiette. Jamais je commande. Parfois, je dis tiens, c'est un peu croustillant et tout, mais ça m'intéresse pas. Donc, je raconte l'histoire du restaurateur. Je peux raconter l'histoire d'un plat. Si je filme vietnamien, je peux raconter des anecdotes parce que j'ai beaucoup voyagé pour mes reportages au préalable. J'ai envie de mettre un petit contexte culturel autour des assiettes. C'est ça qui m'intéresse. Parce que si je dis tiens, c'est bon, c'est salé, c'est croustillant, et la personne qui me regarde, il goûte pas, il goûtera peut-être sans doute jamais. Parce que bon, il y a beaucoup de gens qui vont tester les restaurants, mais on est suivi dans 70 pays. Donc, vous voyez, il y a des gens qui découvrent la France à travers nos vidéos. Et d'ailleurs, c'est une vision sympathique de la France. Toujours, voilà. ouais, c'est ça. Parce qu'il y en a pas toujours, c'est pas toujours très commun, justement. Non, mais moi, j'aime la aussi France. l'idée. Voilà. J'aime mon pays. Ouais, c'est ça. Et donc, je le défends, même il peut y avoir des défauts. Mais enfin, donc, on doit, et Mathieu a vraiment cette volonté de toujours rendre les gens sympathiques. Et il est arrivé parfois que certains restaurateurs soient antipathiques, mais par le biais du montage et de la caméra, il les rend sympathiques. Mais l'antipathie, ça peut être aussi très sympathique parfois. Ouais, chez les restaurateurs. A priori, on aime bien leur c'est vrai. on aime bien se faire engueuler parfois. On aime bien se faire engueuler aussi. Est-ce qu'il y a un plat ou un type de cuisine qui vous intéresse particulièrement en ce moment, Emmanuelle Jarry? En ce moment, alors bon là en ce moment il fait très chaud, mais moi j'aime la cuisine lyonnaise. Je reviens de Lyon, là un peu lourd, c'est ça, où j'ai mangé du gradou pané, tablier de sapeur et tout ça. Mais j'aime aussi beaucoup la cuisine végétarienne quand elle s'inscrit dans une tradition. J'ai filmé en Provence des plats végétaux parce que là-bas c'est une tradition. On me dit toujours pourquoi vous n'avez pas dans les restaurants véganes à Paris. Alors j'y suis allée et d'ailleurs dans le numéro 2 de la revue j'ai fait mon édito là-dessus. Et qu'est-ce qu'on m'a servi? On m'a servi des hot dogs avec de la saucisse de lentilles. Et je me suis dit non, servez-moi des plats de légumes. Des hot dogs en viande végétale. Ouais, en viande végétale. C'est le nouveau truc. Je dis ça fait de nous des frustrés puisque on dit non, on t'interdit de la viande, on va te donner un ersatz de viande, donc ça marche pas. Donc moi j'aime autant les légumes que la viande, mais j'aime quand ça s'inscrit dans une tradition, dans une région et tout ça. Gérald Carcentier, vous êtes plutôt légumes ou viande, vous? Non. Vous êtes plutôt légumes ou viande? Alors, très sincèrement, plutôt viande. D'accord. Et alors, quand vous écoutez justement parler Emmanuelle Jarry, vous qui êtes un peu un spécialiste des affaires, quand même, on peut le dire, est-ce que pour pérenniser ce succès qui est le sien, si vous aviez comme ça un petit conseil qui vous vient ou un petit commentaire à faire sur ce c'est mieux quand c'est bon et ce qu'elle fait, quel serait-il? Déjà, c'est formidable. Quand on l'entend, moi j'adore, parce que quand on discute avec des personnes qui sont passionnées, moi je sens la passion, quoi. Je sens la passion pour la bonne cuisine, mais je sens la passion pour la France. Oui, tout à fait. Et donc, c'est super. Conseil, je pense que déjà, ce qu'ils font, ils sont que deux. Donc déjà, ils font énormément. Et il y a une revue, je connais pas tout dans le détail, mais je vais aller voir, parce que ça m'a donné envie. Mais on peut toujours monétiser quand il y a une telle audience, un tel public qui suit. Est-ce que c'est dans vos idées, ça, Emmanuelle Jarry, de monétiser, de grandir un peu tout ça? Oui, complètement. On fait du développement, mais aujourd'hui, Mathieu Pansard a arrêté la télé, moi la presse écrite, donc on vit de ces meilleurs quand c'est bon. Vous êtes que tous les deux pour l'instant? Non, on est 4. Aujourd'hui, on a créé deux emplois. On a 2 salariés, et puis pour la revue, on a 2 associés, et puis toute une équipe de rédaction. C'est la base, c'est l'essence d'une start-up, en fait. Mais c'est ça. En fait, c'est ça. On a commencé dans notre grenier, et on faisait ça à nos heures perdues le soir, et puis maintenant, c'est notre... Après, les idées peuvent être infinies, parce qu'on peut aller vers la formation, vers le conseil, on peut passer des partenariats avec des restaurants, il y a plein d'idées. Vous en aurez de meilleurs que moi, mais il y a, pour monétiser, après, il y a plein d'idées. Mais après, c'est bien aussi de continuer à grandir, puis
à un moment de faire rentrer des capitaux externes pour croître, pour se développer. Et ça, c'est dans vos projections? J'en ai discuté. Mais vous avez en face de vous quelqu'un qui est spécialiste dans la levée de fonds, je tiens à dire. Très récemment. C'est pas pour rien que je vous ai mis ensemble. Pas du tout vorace. Il se trouve que lors d'un déjeuner très récemment, je pourrais pas dire avec qui, mais j'en ai parlé un petit peu. Pour l'instant, non, on veut rester indépendant, mais en tout cas, un peu tôt, peut-être. Bah, ça fait 7 ans quand même déjà. C'est une start-up qui a quelques années, mais on a des perspectives de développement d'autres, au travers de la cuisine, mais pas forcément dans le digital. Donc, déjà, il y a eu l'édition, il y a eu la presse, parce que en fait, ce qui est très important, c'est que cette revue, on a créé notre propre maison d'édition. Donc, on est 100% indépendant. Bravo. Ouais, on a créé notre propre maison d'édition. Donc, vous dealez aussi avec l'imprimeur et le papetier, quoi. Ouais, voilà. On a 2 associés, Stéphane Simon et Stéphane Germain, qui eux ont cette connaissance-là de l'édition, et nous, on sait quoi mettre sur le papier, quoi. Bon, bah, c'est mieux quand c'est bon, c'est excellent, on adore, hein. C'est meilleur quand c'est bon, ça on adore. Et c'est excellent d'ailleurs sur Sud Radio avec la critique culinaire, journaliste aussi, hein, de c'est mieux quand c'est bon, c'est meilleur quand c'est bon, je vais y arriver. Emmanuel Jarry est le dirigeant en multiples casquettes, Gérald Carcentier. Surtout restez là, nous on revient juste après, évidemment. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci d'être avec nous sur Sud Radio, chers auditeurs. C'est un bon choix, c'est excellent, comme tous les dimanches, avec aujourd'hui pour cette 2e de la 5e saison, la journaliste culinaire de C'est meilleur quand c'est bon, Emmanuel Jarry, et le dirigeant qui conseille les grands, mais pas que, Gérald Carcentier. Alors, Gérald Carcentier, après avoir quitté les postes de gouvernance dans le secteur de la tech auquel vous étiez habitué, vous avez quand même continué, hein. Vous avez rejoint le fonds d'investissement Callium Investissement en tant que senior advisor pour soutenir ses ambitions justement dans les secteurs de l'IT et de la tech. Globalement, vous êtes là pour développer ce secteur compte tenu de votre expérience, en fait. Oui, on peut dire ça. En fait, Qualium Investissement est à la base un fonds d'investissement, alors dans lequel il y avait la Caisse des dépôts et consignations. Ça appartenait d'ailleurs à la Caisse des dépôts et consignations. Il y a toujours la Caisse des dépôts à hauteur de 30%. Donc ça, c'est bien parce que ça donne une stabilité au fonds. Oui. C'est un fonds généraliste au départ. Et là, c'est vrai que oui, c'est arrivé en même temps que mon arrivée. Ça s'oriente un petit peu plus vers la tech et puis vers les services qui sont autour de la tech. Parce qu'on peut pas faire ça aujourd'hui finalement. C'est un des secteurs qui, si on prend le logiciel, par exemple, les plateformes, ce sont des secteurs qui ont une croissance énorme et donc très intéressant. Et dans lesquels la France a une place importante. L'intelligence artificielle aussi. Hein. L'intelligence artificielle, vous l'avez cité tout à l'heure, la cybersécurité. Tous ces secteurs-là qui, en fait, sont en pleine croissance et vont se développer immanquablement. Obligatoirement, oui, bien sûr. Alors, je l'ai dit en introduction, vous êtes également président de la start-up Wooz. C'est une start-up qui crée des ponts, alors entre l'intelligence artificielle, si j'ai bien compris, hein, et les gens qui font du business, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est une société qui optimise le staffing. C'est-à-dire que plutôt que d'aller recruter, déjà, il faut connaître ses talents, les talents qu'on a à l'intérieur de son entreprise. Et quand on a de nouveaux contrats qui arrivent, on va d'abord aller utiliser les compétences qui sont chez soi. Parce que les gens connaissent pas les talents de leurs employés en général. C'est-à-dire que quand vous êtes par exemple le plus gros contrat signé par Wooz, dont je suis le président du conseil scientifique, le fondateur, le directeur général fondateur formidable, s'appelle Jean-Philippe Couturier. Quand on signe un contrat, notre plus gros contrat avec Capgemini, 350 000 salariés, et puis à terme, on l'espère, les 700 000 sous-traitants, ça devient, c'est pas simple de gérer. Non, mais quand on y arrive, le gain est absolument colossal. C'est vraiment en termes d'efficacité aussi. Ah quoi. Oui, énorme. Les gains sont colossaux. Donc en fait, il faudrait que les dirigeants ils soient un petit peu plus attentifs aux capacités aussi de leur personnel. Ils ne sont pas toujours connus. Puis c'est ça, c'est connaître, mais c'est aussi, ça permet aussi d'être un outil de rétention parce que lorsque vous avez un nouveau contrat, vous allez vous apercevoir que vous avez quelques personnes qui sont pas en contrat, mais qui n'ont pas forcément toutes les compétences requises. Donc vous allez leur proposer des formations, ça va monter leur niveau de compétences, c'est un moyen de rétention formidable. Et vous travaillez avec des organismes de formation, justement, comment vous fonctionnez dans ces cas-là? Alors oui, bien sûr, Wooz est associé à des organismes de formation, et puis parfois c'est même les sociétés de services qui prennent la solution Wooz qui forment eux-mêmes leurs propres salariés. Qu'est-ce que c'est l'impact de la transformation numérique sur les entreprises françaises finalement? C'est colossal, quoi. On est en train de changer d'époque, vraiment. De toute façon, il y a pas de choix. C'est comme l'intelligence artificielle. Tout le monde, il y a beaucoup d'articles actuellement. Est-ce qu'il faut en avoir peur? Est-ce qu'il faut le rejeter? J'ai connu ça. Pratiquement tous les 10 ans, il y a une nouvelle technologie. Pour la télé, pour l'internet, et à chaque fois on dit c'est la fin du monde. Pour le cinéma aussi au début. C'est sûr que l'intelligence artificielle va pas laisser le monde va changer, c'est évident. Et quand on regarde par exemple ChatGPT, si vous le faites et que c'est puissant quand même. C'est-à-dire que quand vous posez des questions, on va dire banales, vous avez un résultat banal, mais quand vous posez une question un petit peu plus fouillée,
parfois c'est étonnant de voir ce qu'il sort. Il y a de l'analyse derrière, il y a quelque chose. Donc on se dit qu'on est qu'au début. Donc forcément que ça va impacter. Mais mon point de vue, c'est comme à chaque fois, quand le PC, on a inventé les premiers PC, etc., on disait ça c'est fini. Mais non, ça va simplement... C'est le début d'autre chose, quoi. C'est le début d'autre chose. Il y a des jobs qui vont disparaître, bien sûr, mais il y a des jobs qui vont se créer. On va aller vers plus de valeur. Ça va dynamiser plein de choses. Oui, plus de sens, vous pensez ? Pardon ? Vous pensez qu'il y aura plus de sens ? Parce qu'on a quand même l'impression qu'Internet et toutes ces technologies en général enlèvent un peu le sens, justement. Moi, je pense que le sens, c'est pas la technologie qui le donne. Le sens, c'est les dirigeants qui tracent qui donnent une trajectoire et qui motivent les équipes. Et j'ai la chance d'enseigner le leadership à HEC notamment depuis 20 ans. C'est ce que je dis aux jeunes étudiants, entre autres. Je dis, vous avez la vie devant vous pour inspirer. C'est quand même extraordinaire d'avoir des personnes qui travaillent pour nous et de leur donner tous les matins un but de se lever, de venir au travail, d'être motivé. C'est ce que vous faites dans votre activité formidablement bien. Si vous aviez 3 qualités pour un leadership complet, qu'est-ce que ça serait à donner ? Je pense qu'il faut être courageux. Je pense qu'un leader doit être aujourd'hui, parce que le monde est devenu tellement complexe qu'il faut prendre des décisions en permanence. Et moi, je fais la distinction entre ceux qui disent il faudrait, et puis ceux qui vraiment ont le courage et font. Donc il faut être courageux. Je pense qu'il faut avoir de la bienveillance, parce que on peut prendre des décisions difficiles, on peut avancer, mais on n'est pas obligé, comme c'est arrivé à certaines époques, d'être très dur dans son management. Je pense qu'on est dans un monde où il faut être capable d'accompagner les gens dans leur évolution. Quand il y a une nouvelle technologie, c'est typiquement le cas. Et puis je pense que on pourrait dire l'exemplarité, mais moi je dirais plutôt l'authenticité. Je pense que être authentique, c'est-à-dire être soi-même partout où on est, accepter on n'est pas parfait. C'est mon dernier livre. Il faut savoir s'entourer. Il faut absolument savoir s'entourer parce que on ne sait pas tout. Et donc, on a besoin de rassembler autour de soi des compétences. Et c'est l'équipe qui fait la différence. On a beau être un leader fantastique, on a beau être un penseur extraordinaire, on ne peut pas réussir tout seul. C'est impossible dans le monde d'aujourd'hui. Emmanuel Jarry, l'authenticité puis l'équipe, c'est des mots qui collent bien au restaurant, quoi, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Puis nous, moi, je me suis toujours dit, si un jour je crée mon magazine, ce qui est en train de se passer, c'est des valeurs que vous venez d'évoquer, que je trouve importantes, la bienveillance, ça c'est sûr. Donc, par exemple, mes équipes, cette façon qu'on a travaillé, j'avais des souvenirs de rédaction en chef un peu terribles, et je me suis dit, jamais ça, quoi. Mais nous, on est d'une génération où ça gueulait, pardonnez-moi le terme, parlons vrai sur Sud Radio. Et donc, je me suis dit, là, je suis très contente d'avoir un retour des pigistes qui sont d'abord très bien payés. Ils sont contents parce que on les considère, on les met vraiment bien en valeur dans la revue, et puis on les paye rubis sur ongle avec des tarifs assez bons pour la presse. Et paradoxalement, la bienveillance génère une forme d'autorité. C'est-à-dire que les personnes suivent les personnes bienveillantes parce qu'elles ont envie, tout simplement. Le leader, c'est celui qu'on a envie de suivre. C'est la définition la plus courte, mais la plus réaliste de ce que peut être un leader. Ça passe par l'envie. Alors, Gérald Karsanti, pour revenir un petit peu sur tout ce qui est IT et technologie, il y a des défis en matière de cybersécurité aussi. On imagine que c'est des défis, vous, Emmanuel Jarry, auxquels vous êtes confrontés assez régulièrement, avec votre chaîne YouTube. Par exemple, vous avez un exemple, vous, d'ailleurs, Emmanuel Jarry, d'un problème que vous ayez eu en cybersécurité? Nous, on n'en a pas eu. Alors, on a surtout on est sur YouTube, surtout sur Facebook. C'est là où on a 1 million d'abonnés. Et puis, maintenant, on développe TikTok et Instagram. Mais c'est vrai que récemment, j'ai un collègue son compte a été piraté. Et j'étais triste pour lui, mais j'ai eu des frissons parce que si ça nous arrive, là, c'est fini, quoi. Tiens, si ça leur arrive à ces meilleurs quand c'est bon, qu'est-ce qu'il faut faire, Gérald Karsanti, dans ces cas-là? Ce qu'il faut, c'est surtout que ça n'arrive pas. Faut pas que ça arrive. Vaut mieux prévenir que guérir. Oui, absolument. Parce que quand ça arrive, moi, je suis dans les conseils d'administration de quelques sociétés. Certains que je ne citerai pas ont eu ce problème, ont eu à le gérer. Et quand on a à le gérer, c'est compliqué, parce que il faut gérer l'activité qui continue, et puis il faut mettre en stand-by d'autres activités pour sécuriser, nettoyer et revenir en état de fonctionnement. Franchement, il vaut mieux se dire que c'est un vrai sujet. C'est comme une assurance, on conduit pas sans assurance. C'est un vrai sujet. On a entendu ces hôpitaux aussi qui se font pirater, les demandes de rançon, etc. C'est partout, parce que dès qu'il y a des données vitales et stratégiques, ça intéresse des pirates pour qu'ils puissent les négocier, les revendre ou n'importe quoi. C'est juste une histoire d'argent à chaque fois, en fait. Et donc il y a des stratégies à mettre en place pour prévenir, justement, je pense qu'il faut travailler avec des consultants qui sont spécialisés sur le sujet. Il faut bien identifier les zones de risque que l'on peut avoir. C'est pas la même chose sur une plateforme ou dans une grande entreprise ou une PME-PMI. La fragilité n'est pas la même. Oui, ça arrive dans un groupe comme Saint-Gobain, ils vont s'en remettre. Mais ça arrive dans une petite PME familiale, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Donc il faut le faire.
je pense vraiment, il faut prendre ça au sérieux. Faut le faire en amont, même si on a l'impression de dépenser pour rien, entre guillemets, c'est jamais pour rien, parce que ça c'est comme les assurances, un potentiel désastre. C'est ça. Et Emmanuel Jarry, vous avez utilisé peut-être des innovations technologiques où vous avez envie de le faire pour améliorer justement la création de vos contenus, ou c'est un truc auquel vous réfléchissez potentiellement? Non, là on n'y a pas. Alors pour la couverture du numéro 1 de la revue, on a utilisé l'intelligence artificielle parce qu'on tournait autour de cette couverture, on n'arrivait pas à la trouver. Et bon, sont sorties des propositions qui n'étaient pas inintéressantes, mais qu'on n'a pas retenues. Et puis finalement, pour le numéro 2, on a fait appel, comme dans le bon vieux temps, à Serge Ricot, qui est en fait un très grand DA de la presse et qui a trouvé vraiment une couverture que nous on a adorée. Mais pourquoi pas? Ça pourrait venir. Ouais. C'est des sujets qu'il faut que. Vous préférez vous entourer de professionnels que de technologie, vous, Emmanuel Jarry? Moi, oui, parce que j'adore le contact humain, mais en fait, je veux pas être trop 19e siècle, vous voyez, donc je vais quand même essayer. 20e. Ouais, même 20e, ouais, tout simplement. Les deux, en fait. Voilà, c'est ça. Donc je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à ces questions, évidemment. Là, dans ce que vous disiez tout à l'heure, on peut imaginer que les technologies qui arrivent sur la façon, les caméras pour filmer, pour avoir de la 3D. Moi, j'ai vu ça aux États-Unis en 3D, 4D. Enfin, il y a des choses absolument incroyables, quoi. Et demain, je suis sûr que ça arrivera et ça rendra vos présentations vis-à-vis de vos auditeurs encore plus impressionnantes. On est sur des téléspectateurs, attention. Non, mais très bien, parce que Mathieu Pensard qui nous écoute, je pense qu'il est beaucoup plus au fait que moi de toutes ces questions et on en parlera. Voilà, Mathieu, c'est un petit message pour vous. Oui, exactement. Mais rien remplace les hommes et les femmes. Oui, c'est sûr. Eh bien, c'est excellent et c'est votre émission du dimanche sur Sud Radio avec la journaliste culinaire Emmanuel Jarry de C'est meilleur quand c'est bon et l'homme d'affaires qui aime l'histoire aussi. On va en parler, Gérald Carsanti, et on revient. Restez avec nous, chers auditeurs. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair. Vous avez choisi Sud Radio et vous avez bien raison, c'est votre radio. Et c'est excellent, comme tous les dimanches, avec la journaliste. Pour aujourd'hui, culinaire qui nous régale, Emmanuel Jarry, la créatrice de C'est meilleur quand c'est bon, et le dirigeant en multiples casquettes, Gérald Carsanti. Alors, Gérald Carsanti, je l'ai dit juste avant la coupure, vous êtes un passionné d'histoire et vous avez créé avec Franck Ferrand un podcast mêlant vos deux passions, du coup, la gouvernance et l'histoire, clairement. C'est un nom évocateur, les grands leaders des leçons d'histoire. De l'histoire, pourquoi et comment vous est venue cette idée? Alors l'idée est venue en fait j'ai présenté ça au directeur général de Radio Classique en lui disant j'enseigne le leadership depuis 20 ans, je suis un passionné d'histoire depuis toujours, il n'y a pas de podcast qui prennent des personnages historiques et qui en tirent des leçons pour aujourd'hui et demain. L'idée leur a plu tout de suite et on a assez rapidement arrivé à l'idée qu'il valait mieux être deux moi sur la partie leadership et histoire quand même, mais avec un historien, et Franck Ferrand était l'historien en titre de la radio où nous sommes, et du coup l'association s'est faite, et je dois dire que c'est passionnant, plus que ça même, et puis que notre couple marche bien, c'est-à-dire qu'en fait on a un duo qui fonctionne, qui est complémentaire, on se complète bien, on est passionnés tous les deux, donc ça marche bien, ouais. Est-ce que vous auriez une petite anecdote sur Sud Radio ou une leçon de l'histoire à partager qui, à votre avis, a une résonance particulière avec les défis qu'on vit aujourd'hui de gouvernance dans le monde des affaires, mais aussi peut-être dans le monde politique? Est-ce qu'il y en a une en particulier que vous avez envie de nous raconter? Alors moi j'en ai plein, parce qu'on a déjà 20 épisodes publiés. C'est beaucoup de travail, on en a 10 qui arrivent, là on commence l'enregistrement dans quelques jours. Moi je dirais, il y a un point que je voudrais mettre en avant, c'est le personnage qui est notre passion commune avec Franck. On l'a choisi en premier épisode d'ailleurs, c'est Alexandre le Grand. D'accord. Moi c'est ma passion, j'ai une passion pour ce personnage. Lui Pardon? Pourquoi lui? Parce que je pense que c'est quelqu'un qui était en avance sur son temps. C'est un visionnaire, quoi. Pardon ? C'était un visionnaire, c'est ça? Ah oui, très visionnaire. Et je crois que c'est lui qui a inventé le multiculturalisme. D'accord. C'est-à-dire que lorsqu'il rentrait, alors évidemment, c'était à cette époque-là, on parlait de guerre principalement. Donc mais on peut pas commenter avec notre regard d'aujourd'hui ce qui se passait à l'époque. Il faut se mettre à l'époque. Mais c'est pour ça que c'est dangereux la cancel culture, on peut le dire. C'est très important. C'est quelqu'un qui était très équilibré, mais surtout qui, lorsqu'il rentre, quand il a pris la Perse, par exemple, son idée n'était pas d'imposer les coutumes, la religion et la vision grecque, mais de s'approprier celle des autres pour en faire la faire sienne, les faire siennes. Et donc il avait, je pense que ce faisant, il a mélangé l'Orient et l'Occident.
Et ce faisant, au final, il a quand même, ça a quand même participé à l'hellénisation de toute cette région du monde, et puis finalement de nous. Aujourd'hui, nous tirons toute notre culture de la Grèce pour une bonne partie, c'est grâce à Alexandre le Grand. Alors, je pense que quand on voit le monde d'aujourd'hui, on voit qu'on est dans un monde multiculturel. Bien sûr. C'est un monde multiculturel, c'est indiscutable. Eh bien, on pourrait s'inspirer d'Alexandre le Grand qui avait compris que plutôt que de rejeter la différence, il faut se l'approprier et faire de la différence un atout. Donc ça résonne particulièrement en ce moment avec tout ce qu'on entend. Moi, je crois que Gérald c'est Kersenti. un modèle clé. Je ne dis pas que tout ce qu'il a fait était parfait, moins en faut, mais je trouve qu'à son époque, en même temps, il a eu comme précepteur Aristote. Ça aide un petit peu à voir les choses. Ouais. Il a eu un bon prof. Emmanuel Jarry, c'est un sujet, la diversité dans la cuisine aussi, hein, la diversité culturelle. Ah bah oui, tout à fait. Alors moi, je suis ethnologue de formation. Oui, je vais en parler juste après. Alors là, vous êtes bien placé. Oui, c'est ça. Histoire, j'ai fait 4 ans d'histoire et d'ethnologie de la cuisine. Donc effectivement, bah oui, je me suis intéressée à qu'est-ce que les hommes... Pourquoi j'ai noté que vous aviez fait 10 ans d'ethnologie, moi? Oui, j'ai fait parce que 4 ans d'histoire d'abord, ethnologie, et ensuite c'est un tronc commun, et ensuite ethnologie, je me suis spécialisée. Et oui, je voulais comprendre comment les hommes mangeaient et pourquoi ils mangeaient comme ci et comme ça en fonction des régions du monde. Oui. Donc, mais en fait, moi, ce qui m'intéressait après le bac, je me suis dit, je veux avoir un métier autour de la cuisine, mais je voulais pas faire une école hôtelière parce que la comptabilité, la gestion de ça m'intéressait pas. Enfin, c'était pas pour moi. Et donc, j'avais lu Lévi-Strauss et je m'étais dit que tiens, ça pourrait être intéressant. Enfin, voilà, c'est un bon prof. Voilà, aussi. C'est ça, c'était intéressant. Et puis, dès que je suis arrivée à la fac, les profs m'ont dit, vous savez, la cuisine, c'est vraiment un sujet éminemment ethnologique puisque seuls les hommes cuisinent, les animaux ne cuisinent pas. Donc voilà, c'est vraiment. Voilà. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant de voir comment, à travers les époques, les habitations ont évolué pour s'adapter au mode culinaire, à la cuisine, à l'alimentation de chaque époque. C'est assez incroyable. C'est les maisons qui ont évolué pour s'adapter à la cuisine et pas l'inverse, en fait. Hein, c'est ça bah oui, parce qu'en fonction des besoins et très intéressant. C'est ça. Puis en fait, c'est quand même le sujet numéro 1. Ça a été, même aujourd'hui, hein, quand vous allez dans une ville, vous voyez le nombre de restaurants qu'il y a, les gens passent leur temps à manger. Et parce qu'en fait, on mange que 3 fois par jour. Mais il y a un moment, maintenant, on va dire qu'on on va pas mourir de faim aujourd'hui. On peut pas. C'est difficile, à part ceux qui sont dans le besoin. Mais à l'époque, c'était le sujet vital. C'est comment on se nourrissait et c'est comme ça qu'on est passé de l'agriculture, etc. On a évolué. Et puis surtout, bon, alors on mange au quotidien, mais toutes les fêtes s'accompagnent que ça soit un enterrement, un mariage, une naissance, s'accompagne de nourriture, hein, donc et dans le monde entier. Hein. C'est un sujet central. Voilà. Alors Emmanuel Jarry, on l'a dit, hein, vous avez fait 10 ans d'ethnologie, vous avez fait 20 ans de journalisme, et puis vous défendez donc cette idée de la cuisine, de la restauration qui allie le plaisir de manger, le plaisir du goût, mais l'engagement aussi forcément du chef et du restaurateur lui-même, et puis du client qui vient aussi en profiter. Hein. Je pense qu'il y a presque un engagement quand on va aussi découvrir un restaurant d'une certaine manière. Oui, c'est vrai. Et la connaissance aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Plus, alors après l'engagement aujourd'hui, c'est difficile de manger sans se poser la question de qu'est-ce qu'il y a derrière les aliments, puisqu'on en parle tellement, enfin, pour plein de raisons. Par exemple, vous n'allez pas aller manger dans une chaîne qui fait de la viande industrielle. Oui, je pensais pas. Oui, tout à fait. Voilà, vous allez aller manger au Bon Georges, j'ai vu que je connais bien, d'ailleurs, un très bon restaurant de Paris, je vais plutôt chez de la viande de grande qualité. Donc dans ce cas-là, et surtout de la viande française, parce que je me dis pourquoi faire venir de la viande d'Argentine, des États-Unis, où même les grands chefs ont beaucoup cuisiné le bœuf de Kobe, le wagyu. Je dis mais c'est très bon. Moi, je suis allé au Japon faire des reportages sur ce bœuf et c'est formidable. Mais quand je suis en France, je mange de la mini-mousine ou de la blonde aquitaine ou je sais pas quoi. Donc voilà, moi parce que pourquoi aller importer pour toutes les raisons qu'on connaît, ça n'a pas de sens. Et puis on a de la très bonne viande en France, donc le Bon Georges. On a des grands bouchers aussi. Hein. On a des très grands bouchers et les Français sont connus pour ça, pour leur découpe de la viande. Oui, parce qu'en fait, alors ils ont ça, j'ai un secteur. J'ai eu l'occasion de recevoir par exemple Hugo Desnoyers ou Jean-Baptiste Bissonnet, qui explique qu'en fait il y a grosso modo 4 morceaux dans une viande, mais qu'en France on est à plus de 600 pièces. Ça. Je crois, mais on est connu à l'étranger pour c'est de la haute couture. Oui, voilà, c'est ça. On est connu pour. Si vous allez en Asie, même vous regardez comment nous on peut découper une volaille. Si vous allez, je sais pas, à la Tour d'Argent, vous voyez comment on découpe la volaille avec art. Et puis en Asie, on le débite. Mais c'est une autre façon de considérer. C'est pas, c'est ni bien ni moins bien. Hein, c'est différent. Avec une petite, un couteau, paf, on le débite sans considérer les ailes. Vous voyez, et d'ailleurs, ça donne d'autres goûts. Parce que la forme, c'est pas le même goût. Et on le cuisine pas de la même manière. Donc tout ça, c'est important. Et ça m'intéresse beaucoup. D'essayer de comprendre, vous savez, même les modes de cuisson. Le grillé, le bouilli, qu'est-ce qui est festif? Chez nous, le bouilli, c'est plutôt populaire. Et le grillé, c'était plutôt noble. Et tout ça, ça renvoie à Louis XIV, à Versailles, à la cour du roi,
l'étiquette, à plein de choses, quoi. C'est passionnant. Donc c'est comme intéressant de faire le lien quand on mange plutôt que de dire c'est sucré, salé ou croquant, vous voyez. Et donc voilà, c'est ça qui m'intéresse. Alors l'ethnologie, ça implique aussi donc l'étude des traditions culinaires, on l'a dit, des rituels. Est-ce que, à part les rituels qu'on a en France, il y a un pays, un rituel en particulier qui vous a marqué, quoi? Alors en fait, c'est quelque chose que je n'ai pas vécu, mais qu'on m'a raconté quand j'étais enfant et qui m'a beaucoup marqué. En fait, c'est ma mère qui m'a raconté ça. Mais alors là, vous me prenez au dépourvu parce que je ne sais plus où est-ce que c'était, mais elle a mangé en fait de la cervelle de singe. Comme dans Indiana Jones. En fait, le singe était au milieu de la table, c'était en Asie, et ils ont décapité le singe. Mais c'est et en fait, comme dans le oui, film. oui, voilà. Et donc ça m'a toujours, voilà, il y a des rituels comme ça, mais que je ne juge pas. Vous avez vu qu'ils ouvrent le serpent aussi, qui mange les bébés. Hein. On a mangé. Alors ça j'ai mangé. C'était. Ça vous avez goûté les bébés serpents? Non, des œufs de serpent et des serpents. Parce que je me souviens par exemple. C'est pas pareil. On a fait. Oui, c'est pas des pareil. serpents vivants, quoi. Ah, vivant, non, jamais Jones, vivant. Oui, mais on les a cuisinés. Mais par exemple, quand on est allé à Bornéo faire des reportages, on est arrivé, en fait, le guide nous avait dit, on allait dans les long house, des grandes maisons où les gens vivent ensemble. Il nous avait dit, on peut pas venir seul. Donc on est allé dans un marché aux serpents à Cushing. On a acheté des serpents et on est arrivé, on a fait cette offrande. Donc ensuite, on les a cuisinés et mangés. Magnifique. Gérald Carsanti, de l'ethnologie, on en fait aussi quand on fait du business finalement, parce qu'on étudie les groupes de consommateurs, on étudie les traditions, qu'est-ce qui va plus plaire qu'autre chose. Et c'est sur les groupes. C'est pas forcément les individus qu'on va chercher quand on lance un business plan, par exemple. Oui, on étudie l'évolution des besoins déjà, des besoins, alors dans certains business des goûts, pour nous c'est plutôt des modes de consommation de la donnée, quoi, finalement, parce que la donnée c'est l'élément central. Donc effectivement, et ça change dans le temps. Et qu'en fait les entreprises ont évolué. La digitalisation ne s'est pas faite de la même façon à toutes les époques. Donc oui, il faut être très attentif à la façon dont le business évolue, parce que sinon on peut se retrouver face à des murs, hein, et on peut rater des virages. Il y en a plein dans la tech qui ont raté des virages. Ouais. Alors justement, vous qui aimez l'histoire, en quoi l'histoire de la cuisine et de la gastronomie peut influencer ou être catalyseur de la diversité dans une entreprise? Parce qu'il y a aussi des cantines, c'est un moment important, le repas où on se retrouve avec les collègues, etc. Et déjà, il y a la notion moi je trouve, de solidarité, parce que ça me faisait penser en écoutant tout à l'heure. Là, on parle beaucoup des restaurants, des restos du cœur. Oui, bien sûr, en ce moment, on en parle beaucoup. Ouais. Il se trouve qu'avec Franck, on a le dernier épisode de la saison 2, c'était l'Abbé Pierre et Coluche. D'accord. Et donc, on a parlé de Coluche, on a parlé des restos du cœur, et c'est quand même... que ça serait temporaire, lui. Hein. Pardon ? Quand il l'a créé, c'était pour que ça soit temporaire. C'était pour que ce soit temporaire, et ça ne l'est pas. Non. Et il faut pas que ça le soit, il faut que ça reste. C'est assez incroyable. C'est probablement avec Emmaüs 2 initiatives qui sont absolument incroyables. Ils viennent en aide aux personnes dans le besoin, et il faut les soutenir à fond. Moi, j'ai été, on a étudié évidemment tous nos personnages avec beaucoup de détails. Quand j'ai étudié Coluche, dont j'avais déjà de l'admiration pour lui, mais en l'étudiant dans le détail, vraiment, c'est un personnage qui m'a passionné. C'était un bon vivant, lui aussi. Un bon vivant, et je pense que lui, pour le coup, c'était la générosité même. Ouais. Donc, faut pas être étonné de ce qu'il a créé. C'est un cri du cœur. C'est quelque chose qui venait de loin. Donc, je pense que oui, l'alimentation, la façon de se nourrir, la façon de manger, a suivi finalement toutes les époques, et depuis la naissance de l'humanité, je pense que c'est le sujet qui est central. C'est pas le seul, mais c'est un sujet fondamental. Boire, donc finalement, manger. Quel que soit le secteur, on parle de boire, manger, mais on parle de cœur aussi, hein, Emmanuelle Jarry. Oui, c'est dans la cuisine, vous voulez dire? Oui. En général, en fait, oui. Dans les métiers où on s'implique, mais effectivement particulièrement dans la cuisine. Bah d'ailleurs, le titre de notre numéro 2 de la revue, c'est Faut-il mettre du sentiment dans nos assiettes? Voilà. et je l'ai là, et c'est un cœur d'ailleurs. Ah, magnifique, on va le montrer. Attendez, parce qu'on a une chaîne YouTube aussi, hein, donc pour les auditeurs qui ont la chance de nous regarder sur YouTube en ce moment, vous pouvez voir la belle revue d'Emmanuelle Jarry qui est magnifique. Hein, c'est meilleur quand c'est bon, très très beau. Donc oui, le cœur, c'est important. Évidemment. Avec une viande, c'est une côte de bœuf en cœur, ou en tout cas une bonne entrecôte. Ça donne envie. Eh bien, c'est excellent sur Sud Radio, vous l'aurez compris, chers amis, avec la critique culinaire de C'est meilleur quand c'est bon, Emmanuelle Jarry, puis le dirigeant qui a beaucoup de chapeaux, hein, Gérald Carsanti. C'est excellent, vous l'avez compris, je me répète, mais c'est pas grave, on revient dans un instant.
Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi, c'est excellent comme chaque dimanche. Encore un peu de temps à passer ensemble avec la journaliste culinaire de C'est meilleur quand c'est bon, on va y arriver. Emmanuel Jarry et le dirigeant qui conseille les grands mais pas que, Gérald Carsanti. Alors c'est meilleur quand c'est bon, on l'a dit, Emmanuel Jarry, c'est une émission, c'est un livre, c'est une revue. Dans tout ça, on se dit que vous avez peut-être envie de concurrencer un peu le Michelin quand même, ou de le faire autrement, quoi. Parce que bon, vous faites les restaurants, mais finalement vous pouvez aussi les défaire, quoi. Vous le savez, ça. Oui, on pourrait, mais en fait, c'est amusant que vous me posiez cette question parce qu'en fait, les premières vidéos qu'on a faites, c'était positif, et puis quelqu'un nous a dit, oh, mais le train qui arrive toujours à l'heure, c'est pas intéressant. Alors, on a fait une vidéo négative, enfin, où on critiquait négativement. Et puis, c'est quand même 4 jours de travail, une vidéo. Donc, avec le montage, le tournage, et donc, une fois qu'on a eu fini, je lui ai dit, mais on va travailler 4 jours pour dire, n'allez pas là. Et donc, non. Ça n'a aucun sens. Donc, en fait, on ne défait pas les restaurants, puisque j'ai fait ce choix avant. J'ai tenu des chroniques dans la presse écrite où je critiquais négativement les restaurants. Mais là, ça moi, critique gastronomique. Voilà, c'est ça. Non, là, je suis. Pour le coup, ils vous connaissent pas, vous débarquez, ils savent pas que vous êtes là. Exactement, mais c'était comme ça que ça se passait. Ouais. Et c'est pas que c'est que pour les vidéos, c'est plutôt comment on découvre la France, qu'est-ce qu'on raconte de la cuisine, qu'est-ce que ça raconte de nous, c'est ça aussi. C'est plus que. Et puis après, on chronique un restaurant. Humblement, je le dis. Maintenant, quand on diffuse une vidéo, le restaurant, il peut être complet plusieurs semaines. Oui, c'est ça qui est fou, quoi. Ouais, et alors, du coup, vous êtes suivis dans le monde entier, donc vous avez aussi peut-être des gens qui viennent faire des voyages culinaires, gastronomiques, parce qu'ils vous ont vu, qui veulent découvrir vos adresses. Beaucoup de Belges, un peu des Suisses et des Québécois, les francophones, des Québécois qui font des itinéraires C'est meilleur quand c'est bon en France. Donc ça, on y réfléchit aussi. Évidemment, puisqu'on a que notre maison d'édition. C'est meilleur quand c'est bon, c'est parfait. Oui, c'est ça, des guides papier, des guides numériques peut-être. Concurrence au guide Michelin. Oui, tout à fait. Pourquoi pas. Mais c'est l'idée. Qu'est-ce que vous en pensez du guide Michelin? J'adore le guide Michelin parce que d'abord pendant longtemps j'étais émerveillée par les 3 étoiles, et quand j'ai eu mon bac, mon père m'a dit si t'as une mention je t'offre un 3 étoiles, donc j'ai sauté et j'ai une mention et donc je suis allée chez Georges Blanc à Vona et c'est comme ça que j'ai découvert la grande cuisine. Donc j'adore le personnage de Le Bibendum, et c'est aussi lié au développement de l'automobile, lié au premier congé payé et tout ça. Donc non, j'adore la marque Michelin. Je trouve que c'est une belle aventure française. Le jour où on sera concurrent vraiment du Michelin, alors on aura vraiment réussi, quoi. Mais du coup, il faudra enlever des étoiles de temps en temps si vous êtes concurrent du Michelin. Par contre, je suis pas toujours d'accord avec eux sur les étoiles. On peut dire que vous l'aurez monétisé vraiment. Voilà, c'est ça, exactement. Alors on peut vous demander, par exemple, enlever l'étoile de Guy Savoy. Vous pensez que c'était une bonne idée? Non, parce que sa cuisine, moi je suis allée 3 fois pour mes 20 ans, pour mes 30 ans et ensuite à la Monnaie. Non, c'est extraordinaire, et puis le lieu est incroyable. Voilà, on est dans l'authenticité, on est dans le cœur, on est dans tout ça. Je confirme. Gérald Carsanti. Je confirme, et en plus, c'est un passionné de rugby. Vous êtes sur la radio du rugby, donc c'est bien. Non, mais je peux pas dire à qui j'aurais pas donné la 3e étoile, c'est pas très gentil pour eux, mais il y a des 3 étoiles, je trouve, qui ne sont pas méritées. Qui les valent pas, quoi. Ouais, et des d'autres 2 étoiles. Oui, et d'ailleurs, Guy Savoy, quand je suis allée la première fois pour mes 20 ans, n'avait que 2 étoiles, et pendant longtemps, tout le monde disait, mais pourquoi n'a-t-il pas sa 3e étoile? Parce que c'était extraordinaire. Donc c'est un peu honteux de lui avoir enlevé, on peut le dire. Ouais, si vous voulez, ouais. Bon, moi j'ai le droit de le dire. Donc il y a aussi des recettes à vous, dans le livre que vous avez sorti, puis il y en a aussi dans la revue. Du coup, vous cuisinez chez vous, Emmanuel Jarry. Ce qui s'est passé, c'est que pendant le confinement, on s'est retrouvé au chômage technique, puisque les restaurants ont fermé, et un jour, j'ai cru avoir une idée de génie. J'ai dit à Mathieu, on va faire des recettes. Tout le monde a fait ça. C'est enfin une idée de génie. Mais il se trouve que nous, on a fait vraiment des millions de vues, et on a doublé notre communauté. On était à 300 000. Je pense qu'en quelques mois, on est passé à 600 000. Et c'est à ce moment-là que Meta nous a appelés en disant, on aimerait vous rencontrer parce que l'algorithme vous a repéré. Et pour essayer de comprendre comment on pouvait faire 5 millions de vues avec 300 000 abonnés, voilà. Et en fait, ça a été un boost incroyable pour nous, le confinement. Et au sortir du confinement. Du coup, vous avez fait un partenariat avec eux ou? C'est-à-dire qu'ils nous accompagnent. Ils vous boostent un peu. Non, ils nous boostent pas, ils nous conseillent. Ils vous valorisent un peu, on peut le dire. Pas sûr. Non, je crois pas. Non, vraiment pas. Ils nous conseillent. On a des réunions 2 fois par an, mais et encore de moins en moins parce que, bon, pour plein de raisons. Il y a trop d'influenceurs. Et parce qu'ils restructurent. Voilà, ça serait vraiment une grande histoire. Mais en tout cas, au sortir du confinement, les internautes ont dit, vous allez surtout pas arrêter les recettes. Et puis,
monétisation, on a trouvé un annonceur. Et Smeg, la marque italienne, est notre sponsor. Bah, parfait. Et donc, c'est comme ça aussi qu'on monétise nos vidéos. Et c'est on n'est pas sur du 100% franco-français, mais c'est pas grave, ça passe quand même. Non, tout à fait. Dans l'électroménager, il y en a encore, il reste une marque, mais moi j'adore Smeg parce que c'est beau. C'est magnifique. C'est bien très, sûr. très beau. Ouais. Je suis d'accord. Gérald Carsanti, vous, donc vous êtes, on l'a dit, prof à HEC, et vous, donc de leadership, puis vous faites du coaching aussi pour les dirigeants, c'est ça. Et vous m'aviez confié hors antenne, au téléphone, je peux le dire aux auditeurs, comme ça on dévoile un peu les secrets de préparation de l'émission, que dans le cadre de vos coachings, justement, vous aimez notamment pousser les femmes à embrasser leur potentiel. C'est parce que, alors pourquoi ? Parce que du coup, elles ont peut-être plus de mal aussi parfois à comprendre leurs capacités, c'est ça ? Plus de mal, on a dit et redit que les femmes... parfois, elles manquaient de confiance, et puis que les femmes veulent être dans la perfection. Donc, quand on leur offre un job, le premier réflexe, ça va être de dire je suis pas forcément prête pour le prendre, alors qu'un homme va le prendre même sans réfléchir. Sans se poser la question. On sait ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt que c'est compliqué pour les femmes parce que les référentiels sont masculins. Tous les dirigeants dans les entreprises, un peu partout en politique, sont majoritairement masculins. Donc, quand elles se retournent, elles voient des hommes. Donc, il va falloir un peu de temps pour qu'on voit de plus en plus de femmes. Et puis, ces femmes vont nommer des femmes, pas que des femmes, mais des femmes. Et puis, on va voir. Il y a une étude que j'ai publiée ce matin dans LinkedIn, et qui est une étude du MIT, qui montre que l'intelligence d'un groupe est plus forte quand il y a une diversité homme-femme plus équilibrée. C'est-à-dire plus il y a de femmes, et plus l'intelligence du groupe monte. Donc la parité fonctionne. La parité fonctionne. Alors il y avait déjà les études de McKinsey chaque année qui disaient que plus il y avait de femmes, plus il y avait de performance. Il y a mon expérience qui montre que quand je l'ai fait, ça a été profitable. Mais là maintenant cette étude du MIT est intéressante. Elle est pas, il faut pas non plus pousser le plus loin que ce qu'elle dit. Et il ne dit pas que si avec des femmes ça ne fonctionnerait pas. Oui, il faut que il faut un équilibre. Voilà, et aujourd'hui la société que nous avons est une société aux mains des hommes et on voit où on en est. Sincèrement, on peut faire mieux. C'est vous qui l'aurez dit. Oui, c'est moi qui l'ai dit. Finalement, il y a aussi, je pense que ça c'est vrai pour n'importe quel dirigeant, il faut être connecté à soi et en accord avec soi pour fédérer. Et d'autant plus quand on est une femme, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous les coachez, ça doit être un des sujets que vous abordez, c'est-à-dire la colonne, quoi. Oui, c'est-à-dire que bien assis sur sa chaise. Je pense que là, il faut pas tomber dans la caricature, mais les hommes ont un goût du pouvoir quasiment inné, je dirais presque, et aiment communiquer, aiment prendre l'ascendant. Vous voyez, dans une réunion, l'étude le montre d'ailleurs du MIT, les femmes parlent beaucoup moins que les hommes dans une réunion. Et on gagnerait à ce qu'elles parlent plus, parce qu'elles exprimeraient un avis différent, elles apporteraient une diversité de vues, et ça enrichirait le débat, ça ouvrirait des portes que les hommes n'ouvrent pas, et inversement d'ailleurs. Donc je pense que oui, il y a des endroits, quand je travaille avec des dirigeantes femmes, on travaille beaucoup sur la communication, sur la capacité à prendre le leadership sur des actions, finalement à s'imposer. Bien sûr. Mais on peut s'imposer de différentes façons. On peut s'imposer par la force, par la douceur mais aussi. on peut aussi s'imposer simplement par sa compétence, par son savoir-faire, par son intelligence, et puis par son expertise. Parce que quand on a une passion, et tout le monde a des passions, moi j'ai plutôt envie de suivre les gens qui ont des passions, comme aujourd'hui par exemple. Oui, c'est ça. C'est quelque chose que vous avez connu, ça, de votre positionnement en tant que femme. Est-ce que ça a été un sujet chez vous, Emmanuelle Jarry, à un moment donné ? Je l'ai pas ressenti, mais c'est vrai que la gastronomie, surtout la critique gastronomique, c'est un milieu éminemment masculin, et même historiquement, les grands critiques gastronomiques et les gastronomes dans l'histoire, c'était des hommes. Dans Balzac aussi, les chefs aussi. Pardon, oui, les grands chefs. Parce que la femme est du côté de la cuisine domestique. Alors, les grands chefs, comme on parlait de Guy Savoie tout à l'heure, lui, il a appris dans la cuisine de sa mère en même temps. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, il y avait j'ai beaucoup fait d'articles sur les mères lyonnaises. Enfin, dès que je pouvais ramener la cuisine aux femmes. Donc, j'ai pas eu cette impression que c'était peut-être ça qui était le plus difficile pour moi pour y arriver. Mais en fait, moi, je me suis dit, la porte est fermée, je passe par la fenêtre. Donc, voilà, je me suis pas dit, est-ce que je suis un homme ou une femme. Ça n'a pas été un sujet finalement non plus. Peut-être que c'est parce que ça n'a pas été un sujet que ça a fonctionné aussi pour Emmanuelle Jarry. Je me suis pas trop posé la question, mais parce que j'ai peut-être été élevée aussi en me disant vas-y fonce, t'es une femme et on s'en fiche, c'est pas voilà. C'est ça, oser. Voilà, exactement. Si vous aviez l'un et l'autre un message à passer aux jeunes qui ont envie de se lancer ou dans la cuisine ou dans le business, tiens, Gérald Carsanti, un jeune qui a envie de monter sa start-up, ça serait quoi les conseils ?
À une certaine époque, si je prends 20, 30 ans en arrière, monter une société, c'était pas forcément la panacée. Aujourd'hui, moi je dis, bon, tout le monde va pas réussir parce qu'il faut pas se raconter d'histoire. Tout le monde réussit pas. Il y a beaucoup de pertes et d'entreprises qui ferment et qui ne vont pas au bout. Mais aujourd'hui, quand on a une idée, quand on a surtout la volonté, parce que monter une entreprise, c'est beaucoup de travail. Vous le savez bien, c'est beaucoup de travail, c'est de l'abnégation. Il faut être passionné. Et puis il faut résister. Il faut avoir une grande résistance parce que les obstacles, il va y en avoir plein. Donc quand on a tout ça et qu'on a la passion et qu'on a une idée, l'idée encore, on peut la travailler d'ailleurs. Mais quand on est l'idée, ça vient après. Ah oui, on appelle ça dans le milieu des startups le fait de pivoter. C'est-à-dire qu'en fait, on part avec une idée, puis finalement, quand on lance l'entreprise, elle a beaucoup évolué. Par contre, les talents, quand vous n'avez pas le talent d'un entrepreneur, il y a quand même quelques caractéristiques qu'il faut avoir pour être un entrepreneur, c'est plus compliqué. Parce que le temps de vous former, d'évoluer, peut-être qu'il sera trop tard. Donc, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Par contre, quand on a l'envie et la passion, il faut y aller, il faut foncer, il faut oser. C'est le terme. Emmanuel. Oui, je dirais surtout, il faut agir, quoi. Pas trop réfléchir, parce que si j'avais pensé à tout ce qui allait nous arriver avec C'est bien quand c'est bon, j'aurais jamais rien fait. J'ai dit, j'avais une sensation de vouloir exprimer des choses dans la cuisine. La presse écrite pour laquelle je travaille me laissait pas faire. Et donc, heureusement, souvent, c'est ça notre histoire. C'est que je vais voir des maisons d'édition qui disent non, on fait pas. Donc, on fait nous-mêmes notre propre maison d'édition. Je vais voir des médias en disant, je voudrais faire des vidéos. Non, donc on fait nous-mêmes. Donc, je pense agir. Ils doivent se mordre la main un petit peu, là. Je sais pas. Je vais pas retourner les voir. Mais en tout cas, agir. Et puis, effectivement, si on se casse la figure, on recommence si on a la passion pour ça. Et puis, évidemment, pas compter ses heures. Ça, c'est sûr que nuit et jour. C'est Freud qui disait, au commencement, je suis l'action. Voilà. Exactement. Je crois que c'est ça. C'est bien résumé. Voilà. Merci à tous les deux d'être venus par les studios de Sud Radio, Emmanuel Jarry et Gérald Carsanti. Chers auditeurs, vous pouvez courir acheter la revue C'est meilleur quand c'est bon de Emmanuel Jarry et puis Mathieu Pansard. C'est disponible dans tous les kiosques. Tous les kiosques et à partir du 20 septembre en librairie, mais surtout en kiosque et www.c'est-mieux-quand-c'est-bon.com. On peut s'abonner. Il faut s'abonner. Et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube, Et puis Gérald Carsanti, vous avez une petite actu, un petit mot à passer à nos auditeurs peut-être. Sur toutes les plateformes, Radio Classique, Spotify, Apple Podcast. On fait de la Deezer. pub pour une autre radio sur Sud Radio, j'adore. Mon patron va adorer. Je ne la citerai pas, mais grand leader, les leçons de l'histoire. Voilà, grand leader, les leçons de l'histoire, le podcast de Franck Ferrand et de Gérald Carsanti à retrouver. Nous, on a rendez-vous dimanche prochain, évidemment, pour une nouvelle émission pleine d'excellence et d'authenticité comme on aime. Toutes les émissions sont en podcast sur sudradio.fr, la chaîne YouTube de Sud Radio. Vous n'oubliez pas, évidemment, les réseaux sociaux. Merci à Bastien Malric qui réalise pour vous aujourd'hui, aux équipes de Sud Radio. Bisous les copains, à la semaine prochaine, c'était excellent. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair.